Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Denis Langlois, président de la Commission scolaire des Appalaches. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci de revenir en cette deuxième saison me voir. Merci de m'inviter. Je pense que les commissions scolaires sont toujours en changement, encore plus au point de vue, on va dire, politique avec le conseil. Donc, ça va être le fun de faire un topo de ça aujourd'hui. Je commencerai en parlant un peu d'implication. L'année passée, on avait parlé un peu de comment est-ce toute ton implication depuis les diverses années, mais l'implication en tant que président, en fait, du conseil de commissaires, ça représente quoi? Bon. Le rôle du président, bien sûr, c'est d'animer les rencontres. Alors, en termes de rencontres, on en a une qui est statutaire, formelle, officielle, publique, à tous les mois, à tous les derniers mardis du mois. Et puis, on a un exécutif aussi qui va précéder ça, et qui n'est pas public, celui-là. Et puis, on a une séance de travail aussi, à tous les deuxièmes mardis du mois. Alors ça, c'est des séances là, qui sont sur une base régulière, où tout le monde est. Moi, mon rôle, c'est d'échanger beaucoup avec l'administratif, donc avec le directeur général, M. Jean Roberge, sur les sujets que lui va amener, sur les problèmes qu'on a au niveau de l'organisation, sur les projets qu'on veut faire avancer pour travailler en étapes, mais souvent sur des dossiers qu'on va regarder en profondeur au niveau des pléniers, qui sont les deuxièmes mardis du mois, comme je viens de le dire. Ça, en gros, c'est mon rôle. Plus des rencontres que moi, j'ai à avoir aussi avec, bien sûr, le directeur général préparer tout ça, qui sont en plus de ça. Et j'ai un rôle de représentation également, comme aujourd'hui. Je viens parler au nom de la commission scolaire. D'ailleurs, de par la loi, je suis le porte-parole officiel de la commission scolaire. Alors, si on regarde légalement, il y a moi qui peux parler au nom de la commission scolaire. S'il arriverait un conflit, une catastrophe, quelque chose qui arriverait à la commission scolaire, la personne qui peut en parler, c'est moi. C'est sûr qu'on peut, après ça, donner des responsabilités à des gens, mais par la loi, c'est comme ça. Alors, je représente au niveau de différentes organisations, entre autres au niveau de la Fédération des commissions scolaires du Québec, parce qu'on est membre d'une fédération qui regroupe l'ensemble des commissions scolaires. Alors, il y a 63 commissions scolaires là, francophones. Alors, moi, je siège sur ce CA-là. Je siège aussi sur des comités, sur différents comités. Alors, entre autres, il y a un comité qui s'appelle le regroupement des commissions scolaires de région. Donc, de notre région, c'est Chaudière-Appalaches. Alors, je suis président aussi de ce regroupement-là. Alors, ça, ce que ça fait de la coordination pour des actions communes qui nous intéressent en Chaudière-Appalaches et qui intéressent aussi nos partenaires. Je suis sur d'autres comités, entre autres sur les ressources humaines. Alors, on va arriver bientôt, là, on est en année de préparation de négociation. Alors, je vais travailler un peu là-dedans parce que la Fédération est le négociateur officiel avec le gouvernement pour au niveau provincial, là, pour les enseignants. Alors, je suis sur différents comités comme ça. J'ai été aussi sur plein de tables dans le passé. J'ai dû en laisser, entre autres, les partenaires du marché du travail. Bon. Au niveau de... Dans le temps, là, c'est devenu la CRE par la suite, mais au début, à la création de la CRE, qui est devenu le Centre local de développement, j'étais là, je représentais la commission scolaire. Alors, j'ai été actif pas mal, mais présentement, mon travail, c'est surtout au niveau de la fédération et localement et aussi régionalement. Maintenant, un commissaire, son implication dans sa partie où elle a été élue, c'est quoi qu'il peut apporter dans son milieu? Alors, il y a 9 commissaires, et puis il y a 3 commissaires par an. Les commissaires par an sont élus par les parents. Alors, 2, un du primaire, un du secondaire, et puis un au niveau des services EHDA, élèves handicapés en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. Alors, les 3 parents sont nommés comme ça. Les 9 commissaires sont élus, eux autres, dans des circonscriptions, comme au municipal. Alors, ils ont des circonscriptions et ils représentent leur milieu dans l'ensemble de la commission scolaire. Alors, leur rôle, c'est d'être
présents dans leur milieu, de savoir ce qui se passe au niveau des services éducatifs, de savoir ce qui se passe dans leur école, de savoir ce qui se passe au niveau du transport, dans l'ensemble des services qui sont donnés. Les parents pour leurs élèves en sont les usagers. S'assurer que ce que la commission scolaire établit comme politique fonctionne bien avec le vécu terrain de son milieu et de venir rapporter à l'ensemble des commissaires ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Alors, c'est d'être les oreilles et la voix de son milieu et de faire aussi des liens avec le milieu politique, avec le milieu communautaire. C'est son rôle, ça, de venir alimenter le conseil. C'est bien. Je trouve ça important de vraiment bien définir ce rôle-là qui, je crois, tu me corrigeras, mais je pense que c'est vraiment méconnu de beaucoup de gens, je pense, le rôle d'un commissaire. En effet, souvent, les gens ne connaissent pas leur commissaire. Ça, c'est qui le commissaire? Parce que souvent, ils n'ont pas de problème. Mais lorsqu'il y a un problème, ils le trouvent. Et puis, ils l'appellent, ils interviennent. Alors, s'il y a un problème dans une école, à titre d'exemple, lorsque l'organisation se fait, il y a des niveaux qui ne se donneraient pas, qui se donnaient l'année passée, cette année ne se donneraient pas, pour différentes raisons. Les gens ne sont pas satisfaits de ça. Ils vont trouver leur commissaire, ils vont vouloir qu'il intervienne pour eux autres au niveau de la commission, puis ils vont intervenir eux aussi, bien sûr, mais ils vont se servir également du commissaire et haïtien. C'est parfait, il faut qu'ils fassent ça aussi. On vient de commencer la nouvelle rentrée 2019. Oui. Ça s'est bien passé? La clientèle est présente? Oui, la clientèle, comme à chaque année, hein, c'est un passage obligé d'école, hein, contrairement à l'hôpital. L'hôpital, on ne le souhaite pas, mais à l'école, on le souhaite, tout le monde doit aller à l'école et je pense que je vais aller à l'école. L'entrée a été faite cette année avec des modifications quand même. On a eu un changement par rapport à l'année dernière qui est des horaires, qui touchent particulièrement le primaire. C'est là que ça touche, à cause des fameux temps de pause, qu'on appelait les récréations. Alors, les temps de pause, maintenant, le gouvernement nous a envoyé ça comme missive sur la fin de l'année. On comprendrait, quand on arrive, nous autres, sur la fin d'une année, on prépare l'autre, hein, parce qu'une année scolaire, ça commence le 1er juillet jusqu'au 30 juin. Donc, on a eu à préparer tardivement, parce qu'on a eu ça, des temps de pause partout. Donc, ça a eu un effet important sur le transport et sur les horaires des écoles. Alors, c'est la modification qu'il y a eu cette année. L'enjeu était d'ajouter un temps de pause. C'est ça. Il y a des endroits où il y en avait, il y a des endroits où il y en avait moins et des endroits où il n'y en avait à peu près pas. Alors, ça prenait un temps de pause. Moi, je suis le premier à dire oui, si on veut que les jeunes soient en mode apprentissage, il faut qu'ils aient le temps de sortir de leur salle de classe, aller se dégourdir pour revenir, pour être capable de se concentrer par la suite. Alors, ce temps-là, maintenant, c'est plus un 10 minutes ou un 15 minutes, c'est un 20 minutes. C'est ça, avec des temps de battement. Là. Les temps de battement, c'est le temps pour préparer le jeune pour qu'il aille, pour revenir. On parle d'un 5 minutes ici, là, en plus. Donc, une rentrée scolaire réussie là, pour l'ensemble de la commission là, pour la prochaine année. Maintenant, elle a été adoptée récemment, c'est la loi sur les signes religieux. Ça fallait valider s'il y avait un impact. Oui. Parce que, veut pas, la commission scolaire est un bras du gouvernement. C'est ça. La façon que ça fonctionne, il y a le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation, qui lui donne les grandes orientations et les objectifs aussi. Et il y a les gouvernements locaux, qui sont les commissions scolaires, qui, eux autres, sont le bras, comme tu dis, du gouvernement, qui font en sorte que les programmes seront appliqués. Alors, parce qu'il y a des programmes à appliquer, il y a des objectifs de formation à rencontrer. Il doit trouver le personnel pour le faire, pour organiser le milieu, les classes, le transport, pour faire ça. Plus les politiques locales qu'une commission scolaire peut se donner. Alors, au niveau des signes religieux, on avait à faire une espèce de dénombrement pour savoir s'il y avait des porteurs de signes religieux et comment appliquer cette loi-là. C'est surtout ce qui nous embêtait. Sauf qu'au niveau des ressources humaines, chez nous, on nous confirme qu'il n'y a pas de problématique là-dessus. Les seuls signes religieux que nous avons maintenant, c'est des signes, des croix, par exemple, sur des chaînes, avec des droits acquis, parce que des gens qui sont là depuis longtemps ont des droits acquis, peuvent continuer à le porter, tout simplement. Donc, il n'y a pas de problématique chez nous sur les signes religieux. Il y en a un peu plus, par exemple, au niveau de la francisation.
Il y a un phénomène nouveau. On a, tu sais, au Québec, il y a 1 million d'élèves primaires, secondaires. Chez nous, on en a pas loin de 4 000. On est à 5 000 quelques étudiants, si je mets des adultes et puis la formation professionnelle. Mais ces étudiants-là, ben, on a notre clientèle habituelle, mais il arrive aussi des gens. Il y a des gens nouveaux qui arrivent. Et souvent, c'est des gens qui viennent de d'autres pays. Et ils ont besoin de francisation. Alors, c'est une réalité qui est nouvelle pour nous. On l'a déjà vécu, mais au compte-gouttes. Maintenant, on voit que ça s'étend davantage. Donc, il faut donner ces services-là à même nos écoles et à même la formation des adultes aussi pour les parents. Et les entreprises nous demandent aussi, lorsqu'ils engagent des gens, de bien vouloir les franciser. Ils le font en partie dans l'entreprise, mais ils demandent d'en faire plus, nous autres même, au niveau scolaire, en collaboration avec l'entreprise. À ce moment-là, c'est une personne dédiée par école qui donne ce service-là de francisation? Au niveau de la francisation, au niveau des adultes, on a une personne qui donne ça en classe. Et au niveau du primaire, là, on a des gens là, habilités à le donner, des enseignants qui le donnent, là, tout simplement. Comment il fonctionne précisément au primaire, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas été voir comment ça se fait, mais on me dit que la formation SUP, ça se fait correctement. Puis, étant donné les mouvements là, de gens qui arrivent, surtout dans la région, sûrement que cette clientèle-là est en hausse là, depuis le début et ça va continuer sûrement de croître. Ça continue et on le voit, les entreprises, c'est le plein emploi, recherchent à recruter, ne trouvent pas, envoient des missions à l'extérieur et reviennent avec des gens, pas toujours dans des pays francophones. Alors, il y a besoin de francisation. Un autre, je dirais, le principal enjeu, je pense pour un conseil des commissaires, c'est bien sûr la réussite des élèves. Ça se traduit par plusieurs choses, les taux de réussite, les choses comme ça. On en est où à la Commission scolaire des Appalaches par rapport à ça? On suit nos cohortes. On suit des cohortes, on les regarde 5 ans et 7 ans. Parce qu'une cohorte normale, c'est 5 ans. Rentre au secondaire 1, sort secondaire 5, alors 5 ans. Mais chez nous, on constate qu'on réussit mieux sur 7 ans. Donc, il y a du redoublement. C'est ça que ça veut dire. Quand on regarde nos résultats, la dernière cohorte, j'ai des chiffres là, qui ne sont pas tellement loin. Si je regarde ça, je vais pouvoir te dire que la dernière cohorte qu'on a regardée, nos taux de réussite étaient de 60 à 73 %. Ils montent à 75 %. Mais sur 7 ans. C'est pas assez. Il faut atteindre plus que ça. Il faut atteindre 100 %. Puis des gens vont nous dire, c'est impossible d'avoir 100 %. Je suis très conscient de ça. Mais il faut augmenter nos taux de diplomation. Puis pour le faire, ce qui est nouveau aussi, puis on travaille énormément là-dessus, avec des nouveaux outils. Alors, des nouveaux outils, on a plein de programmes qu'on a mis en marche. On a, entre autres, ce qui est, je pense, un guide qui nous permet de suivre nos affaires, c'est le plan d'engagement vers la réussite. On appelle ça le PEVR, c'est le plan d'engagement vers la réussite, où on a là-dedans des objectifs précis, d'année en année. Notre situation, la photo, puis où on veut se situer. Et puis ça, c'est donner à chacune des écoles qui doit contribuer, elle, à l'objectif de la commission, qui, elle, contribue à l'objectif du gouvernement, du ministère. Alors, on voit que tout ça est lié. Alors, le plan d'engagement de réussite, ça a été discuté ça, avec l'ensemble des gens de la commission scolaire, même eu des consultations avec la population, avec des élèves. Mais tout le monde a été consulté là-dessus. On a tenu compte de ces consultations-là et on a accouché de ça. Alors, c'est pour 2018-2022. On voit que ça nous amène dans le temps. Puis ça va augmenter, si c'est appliqué correctement, la diplomation de nos jeunes, la réussite dans différentes matières. Les objectifs sont là et ils sont donnés école par école. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a aussi des outils. Des nouveaux outils qui sont des outils informatiques. On a ce qui s'appelle, entre autres, Élève 360. Ce que ça nous permet de faire, ça, c'est être capable d'avoir le profil d'un élève pour le suivre. Pas seulement que la cohorte, on peut suivre la cohorte, c'est bien sûr, mais on peut aller au scalpel, suivre un élève, puis déjà voir dès son secondaire 1, comment secondaire, s'il a un profil de décrocheur ou pas. Il y a assez d'indicateurs pour nous cibler et dire, oups, cet enfant-là, il est à risque. Son niveau de risque, sur une échelle de 1 à 10, se situe à X. Là, il faut mettre des mesures, parce qu'on en est conscient, là, pour être capable d'intervenir auprès de lui. Ce qu'on pouvait faire anciennement, c'est intervenir auprès d'un groupe. Mettons qu'il y a d'intervenir auprès d'un groupe, bien sûr, mais en plus auprès d'un élève, d'un individu, un par un. Puis chez nous, la Commission scolaire des Appalaches, chaque élève
Chaque élève, un par un, sont tous importants. Puis il faut tous qu'ils réussissent. Puis c'est ça notre travail, de les faire réussir. D'ailleurs, on vient d'avoir une conférence, l'accueil a été fait dernièrement. On a eu une conférence sur la bienveillance. Le sujet, c'était la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est pas juste d'être poli avec les gens, là. C'est d'être présent à ce moment-là, tout le temps, à l'élève, être capable de décoder s'il y a des problèmes ou pas, pour pouvoir venir en aide, supporter cet élève-là. C'est d'être capable d'y donner aussi une référence de sécurité dans l'école pour qu'il puisse être en mode apprentissage, pas s'inquiéter s'il va arriver quelque chose. Il va être en sécurité. C'est dans un encadrement aussi où il y a des adultes responsables, signifiants pour lui, qui vont l'encadrer en mettant, par exemple, dans le corridor, des voies de circulation pour que l'enfant sache où circuler en présence d'adultes qui vont dans le centre, à titre d'exemple, pour pouvoir circuler calmement et normalement, jusqu'à la sortie de la récréation. Alors, ce que ça amène un mode d'esprit qui est plus calme, plus détendu. On n'a pas survolté le jeune, puis ça presse, puis tout est en envers. Plus détendu, moins d'intimidation. Revient en classe, plus calme, plus facile, plus en mode d'apprentissage, plus facile de se concentrer. Donc, c'est des moyens simples, mais c'est ce qu'on avait en conférence en début d'année. Et j'ai su dernièrement que dans des écoles, les gens l'appliquent déjà. Et puis moi, j'espère que ça va s'appliquer à l'ensemble de nos écoles pour faire en sorte que nos jeunes réussissent le plus possible. Et à aller réussir à atteindre les objectifs du plan de réussite. Ben oui, absolument. On parlait tantôt des élèves qu'on était en mesure de découvrir leur profil s'ils étaient des décrocheurs ou non. Comment c'est amené ce profil-là? Est-ce que le jeune doit passer des tests ou c'est avec l'ensemble de son bulletin précédent? C'est l'ensemble de ses suivis. Alors, il faut que les suivis soient bien faits. C'est l'ensemble de ces suivis qui viennent donner un paquet d'indicateurs. Les décrocheurs, chez nous, il n'y en a pas énormément. Il y en a un, c'est déjà trop. On parle d'un chiffre qui tourne autour de 2,7 %. Mais 2,7 %, si je le mets en tête de pipe, ça dépend où je le prends. Est-ce que je le mets sur l'ensemble des élèves? Il ne faut pas faire ça. C'est pas aux primaires qui vont décrocher. Donc, il faut que j'aille le mettre sur l'ensemble des élèves au secondaire. Alors, si je le prends sur les élèves au secondaire, on parle d'à peu près une quarantaine d'élèves. 47 élèves autour. D'année en année qui décrochent. Ils décrochent, ils laissent. Sauf qu'on les suit. Oups, ils reviennent. Ils reviennent aux adultes. Ils ont laissé l'école, ils reviennent aux adultes. Je ne te dirais pas que les 47 vont revenir aux adultes, mais il y en a une grosse proportion, je te dirais à peu près 80 % qui vont revenir, lui, aux adultes ou en formation professionnelle. On va les retrouver à quelque part dans le circuit. Pour être en mesure d'aller atteindre une diplomation. Pour avoir une première diplomation, c'est ça. Un autre sujet, on avait... On en a parlé un peu tantôt. Négociation provinciale, ça s'en vient, mais ça va se découler au régional, puis après ça, plus localement. Bien, c'est ça. Il y a une négociation provinciale qui se fait au niveau des enseignants. Une fois que ça, c'est réglé, ça se termine. Après ça, il y a un autre type de négociation qui est celle qui est de niveau local. Alors, celle-là, elle vient par la suite. Alors, c'est localement une négociation là, qui se fait. Il y a des demandes des parties, des offres et des demandes. Les deux parties font des demandes, généralement, voir c'est quoi les concessions de l'autre partie. Puis, il y a une négociation qui s'installe, qui peut être courte, qui peut être longue. Quelles sections qui vont être en négociation? Les professeurs? Les enseignants. Les enseignants. Est-ce qu'on s'attend à des grosses négociations ou on n'a pas eu vent de... Des fois, des petites brides, là? Ça dépend toujours de ce qu'au national, ils vont mettre sur la table. Ça dépend toujours de ça. Hein. Ouais. Donc, si le national est plus généreux, des fois, après ça, c'est... Oui, bien, tu sais, il y a eu des années où c'était le nombre d'élèves par classe. C'est vraiment au niveau des conditions d'emploi. Cette année, je pense, ça va être plus au niveau du normatif, au niveau des salaires. J'ai l'impression que ça va être ça. Puis c'est une profession qu'il faut valoriser énormément. Puis là, je suis content d'apprendre que dans les universités, il y a une augmentation des inscriptions pour la profession d'enseignant. On avait, pas ici, on ne l'a pas connu, mais de la misère à trouver des gens. 25 % des finissants ne faisaient pas 5 ans dans l'enseignement. Parce qu'ils déchantaient, c'était pas aussi simple qu'ils pensaient, c'est compliqué. Pourtant, c'est une profession qui est tellement importante pour l'ensemble de la société. Moi, je pense qu'il faut la valoriser. De bien la payer aussi, c'est important.
Alors, la valoriser financièrement et socialement aussi. Parce que ça, on entend parler pas toujours de façon glorieuse des enseignants. Hein. Je pense qu'il faut changer le discours pour eux autres. En continuant de qu'est-ce qui peut découler du gouvernement, on a aussi un projet de loi qui devrait être présenté là, dans les prochaines semaines. Là, oui, sur la gouvernance. Sur la gouvernance oui. des commissions scolaires, finalement. Oui. Oui. C'est quoi qui risque? Y a-t-il de l'information qui est sortie par rapport à ça? Moi, ce que je crains là-dedans, c'est que quand on enlève à des gens du milieu leur mainmise sur les destinées de leur éducation chez eux, puis qu'on donne ça top-down, pour m'exprimer comme ça, du ministère qui va décider. Je pense pas qu'on fasse des gains. Là. Au niveau démocratie, si on enlève un droit de vote, peu importe lequel, à des gens, je pense qu'il y a un recul qui est important là. Alors, c'est à voir comment ça va se discuter, ce projet de loi-là. J'espère que là-dedans, on va retrouver, même s'il y a des gens nommés, qu'on va retrouver des gens élus. Parce que tantôt, on parlait de l'implication d'un commissaire dans son milieu, puis c'est quoi les apports que cette personne-là pouvait faire? En enlevant cette démocratie-là, cet élément de gouvernance-là, bon, on vient un peu enlever de côté, je dirais, humain de la décision de la commission scolaire. Bien, le risque, est, lorsque c'est des gens qui sont nommés, qui représentent des groupes, bien, l'intérêt devient plus corporatif que l'intérêt de la commission elle-même, même sur le niveau éthique, c'est de ça dont il faut tenir compte. Ça se vit ailleurs, là, dans d'autres secteurs. Bon, la place aux parents, moi j'en suis, il faut faire de la place aux parents. D'ailleurs, au niveau du Conseil des commissaires actuel, il y a plusieurs parents qui sont là, qui ont des enfants à l'école. Il n'y a rien qui empêche un parent de se présenter. Bon, faire plus de place aux parents, moi j'en suis, mais ce que j'espère, c'est qu'on garde un mode électif à quelque part. Il nous reste 2 minutes et demie à notre entretien, Denis. On souhaite quoi à la Commission scolaire des Appalaches en termes de développement, réussite scolaire, en termes de gouvernance pour la prochaine année, le 3-5 ans? Là? Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de ne pas connaître ce qu'elle a connu dans le passé, une décroissance importante. Je pense que le milieu va assez bien. Alors, on vit présentement une augmentation de clientèle. Alors, d'avoir de la clientèle. Bon. D'un. 2, être capable d'avoir des taux de réussite qui sont intéressants. Puis intéressant pour moi, bien, c'est du 100 %. Alors, c'est de viser ça, puis se mettre en action, que tout le monde se sente responsable de ça. Pas juste ceux qui font l'école tous les jours, mais que toute notre communauté reconnaisse l'importance d'une bonne formation, l'importance que les jeunes soient à l'école, qu'on trouve ça anormal d'avoir un jeune sur la rue à 2h30 l'après-midi. Et qu'on questionne ça, peu importe qui on est, pas nécessairement le parent. Donc, que l'importance de l'éducation rayonne dans le milieu. Et puis, que la gouvernance se maintienne d'une façon différente, possiblement, mais au moins un mode électif à quelque part pour que les gens puissent dire leurs propres mots sur les destinées de l'éducation dans leur milieu. On a un exemple qui est arrivé dernièrement, je ne sais pas si j'ai le temps de le dire, oui. Mais à Stratford, il y avait une organisation scolaire qui était reliée avec l'horaire, qui faisait en sorte que les jeunes partaient très tôt de la maison. C'était l'organisation qui était faite, un peu un mur à mur pour l'ensemble des écoles. Ceux qui ont réussi à faire changer ça, puis c'était leur devoir de le considérer, savoir s'ils voulaient le maintenir ou le changer, c'est le Conseil des commissaires. Alors, c'est le politique qui, sensible aux besoins du milieu et à la réalité du milieu en question, qui est Stratford dans ce cas-là, bien, a décidé que non, pour eux autres, l'horaire va être différent. On va modifier l'horaire. Un modèle administratif, donc voir comment on fait organiser le transport autrement. Une entente avec le syndicat pour les temps de dîner du personnel enseignant, qui était permis de le réduire de 75 à 50 minutes. Donc, tout ça a été fait et aujourd'hui, bien, Stratford fonctionne selon ce que les autres espéraient, avec un horaire qui est modifié. Donc, c'est ça un peu le rôle du politique. C'est ça avoir une oreille aussi dans le milieu. Là. Denis, merci beaucoup pour tout ce temps passé avec nous. C'était très intéressant et je vous souhaite une belle année, une bonne prochaine année de scolaire 2019-2020. Bien, merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.